Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Est-ce que les book hauls sont les vidéos les plus intéressantes d'un point de vue littéraire et analytique? Non. Est-ce que le book haul en lui-même est un concept problématique à certains égards? Oui. Suis-je un être pétri de paradoxes? Oui, assurément. Je vais vous présenter une quinzaine de livres qui sont arrivés chez moi au cours des derniers mois, certains parce que je les ai achetés, certains parce qu'ils m'ont été offerts pour Noël, et voilà. Et un parce qu'il m'a été envoyé par une maison d'édition. Alors, très récemment, j'ai acheté Glaneur de rêve de Patti Smith. J'adore Patti Smith, j'adore cette personne et j'adore aussi beaucoup cette autrice. J'avais absolument adoré M-Train et Just Kids. Et récemment j'ai beaucoup pensé à elle parce que il y a eu un super documentaire sur elle sur Arte. Je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse. Et aussi parce que j'ai lu je suis en train de lire un livre qu'elle a beaucoup aimé qui s'appelle Chronique de l'oiseau à ressort, pour lequel je suis un petit peu moins enthousiaste qu'elle. Mais voilà, du coup ça me fait penser à elle. Et je suis tombée sur ce tout petit texte en librairie qui est un texte, comme le sont quasiment tous ces textes je crois, autobiographiques, mais dans lequel il y a aussi des photographies. Donc voilà, un Patti Smith que je n'ai pas encore lu, ça va être l'occasion de passer un peu de temps avec cette personne que j'aime beaucoup. Ensuite, en même temps que le Patti Smith, j'ai acheté Près du cœur sauvage de Clarice Lispector. Alors Clarice Lispector, c'est une autrice brésilienne que j'avais envie de découvrir depuis longtemps parce que on en parle beaucoup, notamment sur le booktube anglophone. Et c'est une autrice qui a un univers, d'après ce que j'en ai compris, dans lequel on est un peu sur le flux de conscience à la Virginia Woolf par exemple. On est un peu sur vraiment des écrits qui sont très introspectifs mais avec un univers qui est assez imagé, assez sensuel. Et en fait ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de la découvrir, mais je voulais avoir l'occasion avant de feuilleter un de ses livres en librairie pour voir si le style, en tout cas dans la traduction, pouvait me plaire, parce que c'est une autrice qui est peu éditée en France et les quelques livres qui ont été édités coûtent un rein. Vraiment ces livres coûtent très cher en France et en fait à la librairie j'ai eu pour la première fois un livre de Clarice Lispector dans les mains. J'ai pu feuilleter et j'ai pu voir que vraiment le style avait a priori tout pour me plaire. En tout cas ça m'intrigue énormément. J'ai l'impression qu'on va être parfois un peu à la limite de l'abstraction avec des images qui sont encore une fois très sensuelles. Donc voilà, je vais pouvoir enfin découvrir Clarice Lispector. Ensuite encore un livre qui coûte un rein mais que j'ai eu vraiment la chance de trouver d'occasion, et donc quand j'ai vu qu'il était disponible d'occasion je me suis pas posé de questions, j'ai sauté dessus. Il s'agit de Luscoque de George Sand qui m'a été recommandé sur Instagram. C'est un texte un petit peu moins connu de George Sand dans lequel il va être question, je crois, d'un univers plus marin avec des pirates, et je crois qu'il y a aussi pas mal de fantastique dans ce récit. C'est un texte qu'elle a écrit entre 1837 et 1838 et qui s'inscrit aussi dans des romans un peu plus d'aventure. Voilà, un univers en tout cas de George Sand que j'ai vraiment très envie de découvrir, et en plus c'est assez court, donc voilà, ça pourrait très bien être une de mes très prochaines lectures, parce que comme vous le savez peut-être, je suis assez monomaniaque en ce moment sur le sujet. Ensuite, alors ça c'était aussi sur la recommandation de quelqu'un sur Instagram, de Sophie, si tu passes par là, bonjour à toi. Je me suis procuré le recueil de nouvelles Ce que nous avons perdu dans le feu de Mariana Enriquez. Alors Mariana Enriquez, c'est une autrice argentine que vous avez très possiblement vu passer en librairie assez récemment, parce que elle a sorti un livre l'an dernier qui s'appelle Notre part de nuit, avec une couverture vraiment magnifique et assez mémorable, et d'autant plus mémorable que le livre est un très très gros pavé, même en grand format. Et Notre part de nuit m'avait déjà vraiment beaucoup intriguée au moment de sa sortie, mais j'ai choisi de me tourner vers ce recueil de nouvelles. En fait, je crois savoir que Mariana Enriquez, elle a un univers qui flirte un peu avec le réalisme magique, mais un pan du réalisme magique qui serait beaucoup plus horrifique et beaucoup plus sombre. Et dans Ce que nous avons perdu dans le feu, elle flirte presque avec l'horreur, et elle parle en fait de l'Argentine. Elle parle notamment de la pauvreté en Argentine, dans un registre assez horrifique et dans un registre qui flirterait parfois, d'après ce que j'ai compris, avec un horrifique surnaturel.
et qu'il y aurait mêlé à cette horreur sociale et cette horreur du quotidien, mêlée une sorte d'horreur un peu venue d'ailleurs, une horreur surnaturelle. Voilà, en fait rien que ça, je trouve que c'est hyper intéressant, ça m'intéresse beaucoup, je pense que ça peut être très percutant si c'est bien fait, et en tout cas au vu du succès qu'a eu son roman et au vu du succès aussi à l'international qu'a eu ce recueil de nouvelles, je pars assez confiante et assez intriguée. En plus j'ai jamais lu de littérature argentine, en tout cas je crois. Donc voilà, très contente. Ça aussi, ça pourrait vraiment être dans mes très prochaines lectures parce que vraiment ça me tente vraiment beaucoup de découvrir cette nouvelle voie de la littérature argentine. Je crois que je parle vite, non? Est-ce que je parle vite? Ensuite, un essai. Alors il n'y aura pas beaucoup d'essais dans ce book haul parce qu'en fait j'ai arrêté plus ou moins d'en acheter parce que j'en ai vraiment déjà énormément qui m'attendent dans ma bibliothèque. C'est vrai que là sur la deuxième partie de l'année 2021 j'ai vraiment pas lu beaucoup d'essais et donc j'ai envie de lire en priorité ceux qui sont dans ma bibliothèque, mais j'ai quand même craqué pour l'essai de Amandine Gay, Une poupée en chocolat, qui est sorti en fin d'année dernière d'ailleurs chez les éditions La Découverte. Amandine Gay, c'est une chercheuse, artiste, activiste que moi je suis depuis longtemps et auprès de qui j'ai vraiment appris énormément de choses. J'avais beaucoup aimé son documentaire Ouvrir la voie, et en fait dans Une poupée en chocolat, Amandine Gay va vraiment parler de son expérience d'enfant adopté, et elle va vraiment parler en fait de l'adoption, et plus spécifiquement de l'adoption internationale, à la fois sous un angle de témoignage, un angle autobiographique, mais aussi en ayant vraiment un apport très important au niveau sociologique, au niveau historique. Et donc il me semble que dans cet essai elle va vraiment problématiser la question de l'adoption de manière assez transversale, en parlant des enjeux sociaux, en parlant des enjeux coloniaux, racistes, et aussi sur le plan un peu plus psychologique, philosophique, de venir questionner l'idée même de l'adoption, de venir questionner le désir d'enfant, de venir questionner la question des origines et de la recherche de ses origines, etc. Voilà, moi c'est des questions sur lesquelles je suis absolument pas éduquée. La question de l'adoption c'est vraiment quelque chose que je connais très mal, et je pense que le regard de cette autrice sur ce sujet va être vraiment très intéressant, et j'ai eu aussi envie de me renseigner davantage en fait sur ce sujet en écoutant un épisode du podcast Kif Taras qui parle vraiment de l'adoption internationale, et là j'ai appris vraiment plein de trucs, c'était super intéressant. Pareil, je vous mets le lien du podcast en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, un essai chez La Découverte de Amandine Gay. Ensuite, je me suis procuré Circé de Madeline Miller. Alors ça, je pense que c'est un livre dont vous avez très probablement déjà vu la couverture ou déjà entendu parler. Madeline Miller, c'est une autrice américaine qui fait vraiment des best-sellers. Enfin, vraiment, ses livres ont énormément de succès et se vendent très bien. Alors moi, j'avais lu Le Chant d'Achille, que j'avais bien aimé, mais c'était pas non plus le coup de cœur absolu. Disons qu'il y a quand même une vibe un petit peu fanfiction, un petit peu... je ship les personnages de la mythologie grecque, qui est un peu étrange pour moi pour ne rien vous cacher, mais voilà, ça restait quand même une lecture assez intéressante, assez agréable, qui je trouve mérite aussi vraiment d'être valorisée pour ce que ça permet de s'approprier et de réinventer en fait cet immense pan de la culture et de la culture légitime que sont les mythologies de l'Antiquité. Et en fait dans Circé, Madeline Miller va s'intéresser à Circé, merci Margot pour ces précisions littéraires. Madeline Miller va s'intéresser à Circé, donc qui est vraiment une figure féminine un petit peu sulfureuse, on va dire ça, de la mythologie grecque. Je sais pas trop si c'est le bon mot, mais une figure qui a une place un petit peu particulière, et que d'après ce que j'ai compris, Madeline Miller va un petit peu réhabiliter avec un angle assez féministe, et aussi un angle qui peut être assez sensoriel, et qui va aussi parler de la question de la colère, de la question du pouvoir, etc. En fait, sur une impulsion un peu soudaine et sortie de nulle part, j'ai offert ce livre à ma mère pour Noël, et dans un second temps, je me suis dit que ça pourrait être pas mal que je l'achète moi aussi pour qu'on puisse le lire ensemble et échanger là-dessus. Et voilà, et je sais aussi que la plume de Madeline Miller, en tout cas dans Le Chant d'Achille, c'était extrêmement agréable et extrêmement facile à suivre, extrêmement prenant. Donc voilà, je pense que ce sera une bonne lecture dans tous les cas, et puis je crois qu'il y a aussi des chances que ça me plaise davantage que Le Chant d'Achille. En tout cas, on verra. Et d'ailleurs, tiens, ça fait une bonne transition, ma mère m'a offert pour Noël La couleur pourpre de Alice Walker, que j'avais très envie de lire depuis longtemps, parce que c'est vraiment un classique de la littérature américaine, et que c'est aussi un livre qui a donné lieu à un film qui est lui aussi devenu vraiment un classique, et c'est un classique que je n'ai
ni vu ni lu, c'est-à-dire que j'ai jamais lu le roman et j'ai jamais vu le film non plus. Donc pour rattraper ça, voilà, j'ai envie d'abord de lire le roman, déjà parce que je pense qu'il a tout pour me plaire. Déjà c'est un roman épistolaire, c'est une forme que j'aime vraiment beaucoup. C'est aussi un livre qui a remporté un prix Pulitzer, c'est aussi un livre qui évidemment parle d'enjeux sociaux, d'enjeux égalitaires très importants. Le tout en suivant le fil d'une amitié entre deux femmes, donc voilà, je pense que ça va être vraiment très intéressant. J'étais juste un petit peu étonnée parce que je pensais que c'était un roman beaucoup plus long et en fait c'est assez court. Donc voilà, La couleur pourpre de Alice Walker. Ensuite, alors là on va rester un petit peu dans la thématique des adaptations. J'ai trouvé d'occasion Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. Alors, en fait... Lionel Shriver, j'ai lu un livre d'elle il y a longtemps qui s'appelait Big Brother, je crois, ou juste Brother, quelque chose comme ça. Je mettrai la couverture par ici. Et j'avais détesté ce livre, mais vraiment je l'avais haï. C'est rare que je déteste un livre à ce point-là. Je l'avais trouvé puant dans son propos, je l'avais trouvé mal écrit, je l'avais trouvé super violent, enfin bref, ça m'avait absolument pas plu. Mais il se trouve que je suis... absolument fan du film We Need to Talk About Kevin avec Tilda Swinton, donc d'ailleurs vous avez l'affiche sur la couverture, qui est un film de Lynne Ramsay. Je trouve que ce film est un chef-d'œuvre si vous aimez être extrêmement mal à l'aise. Pour moi ce film est vraiment un chef-d'œuvre, il y a des partis pris à la fois esthétiques et narratifs qui sont super intéressants dans ce film. Et c'est donc un film que j'ai vu de nombreuses fois, que j'ai revu récemment, et lorsque je l'ai revu je me suis dit il faudrait quand même que je lise le texte original de Lionel Shriver, ça me permettrait aussi de redonner une chance à cette autrice. Mais voilà, disons que j'ai quand même très peur, à la fois parce que j'avais vraiment pas aimé l'autre roman de cette autrice que j'avais lu, mais aussi parce que dans une interview, la réalisatrice du film, Lynne Ramsay, disait qu'elle avait fait en fait des choix narratifs dans le film qui étaient très différents de ceux proposés dans le texte original par Lionel Shriver. Et notamment dans le film, la réalisatrice a vraiment travaillé le point de vue du spectateur pour le faire coller, enfin en fait pour le faire entrer en empathie avec la mère. Et oui, parce que je l'ai pas dit, mais l'histoire qui nous intéresse ici est celle d'une mère jouée dans le film par Tilda Swinton, dont le fils a commis un meurtre de masse, en fait une attaque de masse dans son lycée. Il a tué ses camarades de lycée, et donc le film et le livre retracent un peu la genèse de la relation entre cette femme et son fils qui va finir par commettre un acte absolument irréparable. Et disons que dans le film il y a quand même vraiment une empathie qui est créée autour de la mère, qui certes n'est pas du tout une mère parfaite, mais qui se retrouve vraiment confrontée à un enfant qui est extrêmement compliqué, avec lequel elle n'arrive pas du tout à tisser une relation parents qui soit chouette. Et c'est vraiment un film de creepy kids en gros, si vous voulez. C'est un film sur un enfant qui est trop bizarre et qui fait trop peur en fait. Et j'ai un peu peur parce que je crois que la réalisatrice elle s'est vraiment éloignée du point de vue de base de Lionel Shriver, qui était de développer l'idée que Kevin est devenu un meurtrier parce que sa mère ne l'a pas élevé correctement. Donc voilà, ça me fait très peur, mais j'ai quand même envie de voir le texte original pour savoir de quelle matière avait Lynne Ramsay pour réaliser ce film que je trouve absolument incroyable. Et aussi parce que je sais que c'est un livre qui a eu beaucoup de succès, qui est en plus sous une forme épistolaire là aussi, ce que j'aime beaucoup. Donc voilà, on verra, mais j'ai un petit peu peur quoi. Et si vous n'avez pas vu le film et que vous aimez être mal à l'aise et le glauque, regardez-le, c'est un très bon film qui ne vous donnera pas du tout envie d'avoir des enfants. Ensuite, alors on bascule complètement sur un autre registre. Je suis très contente parce que les éditions Payot m'ont envoyé le nouveau livre de Denis Colombi. Je trouve que mon excitation et mon enthousiasme sont complètement hors sujet par rapport aux thématiques dont il est question ici et au type de livre dont il est question ici, enfin bref. Denis Colombi, c'est un sociologue et prof français qui avait un blog absolument incroyable qui s'appelle Une heure de peine et qui a écrit un essai vraiment de vulgarisation sociologique, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Où va l'argent des pauvres, que j'ai trouvé brillant, que j'ai absolument adoré, dont j'ai parlé de nombreuses fois sur cette chaîne. Et donc ceci est son nouveau livre dans lequel en fait, alors je suis pas sûre d'avoir totalement cerné le sujet, mais je crois qu'il parle en fait de la manière dont... Alors le titre du livre c'est Pourquoi sommes-nous capitalistes malgré nous? Et je crois que là il va vraiment s'intéresser au capitalisme
très insidieux en fait, et à la manière dont chacun et chacune d'entre nous va intérioriser en fait des mécanismes et des logiques capitalistes et les appliquer en fait dans sa propre vie sans... Enfin, ça va être une manière de parler de la servitude volontaire en quelque sorte, voilà, de la manière dont le capitalisme est très présent dans nos esprits, dans nos façons de fonctionner. Je pense que ce résumé est vraiment claqué au sol, mais ne vous en faites pas, je vais le lire très vite et je vais vous en parler très vite parce que je pense que, en tout cas si c'est à la hauteur des autres textes que j'ai lus de cet auteur et notamment à la hauteur de son essai précédent, ça va être vraiment super intéressant, super parlant. Et aussi ce que j'aime beaucoup avec la manière d'écrire de Denis Colombi, c'est qu'on sent le prof, et quand je dis qu'il est prof, c'est-à-dire qu'il enseigne en lycée. Et donc il a l'habitude en fait de vraiment avoir des propos qui sont très introductifs, qui sont très accessibles, il va pas se perdre dans du jargon, et c'est pas pour dire que le jargon c'est pas bien, des fois il faut aussi qu'il y ait des chercheurs qui comment dire ça, qui rentrent dans la matière et qui vraiment aillent honorer la complexité d'un sujet. C'est pas ça que je veux dire, il y aurait beaucoup à dire sur la question d'ailleurs, mais en tout cas Denis Colombi lui il a fait le choix de vraiment rendre la sociologie accessible et de dire que même la sociologie n'a pas d'autre vocation. Elle n'a pas de vocation à rester entre les mains des chercheurs et des chercheuses, elle a vocation à être à l'épreuve du réel et donc à être à la portée des personnes dont elle parle et des personnes auxquelles elle s'intéresse. Voilà, je suis en train de vous faire une dissertation sur Denis Colombi, ce n'est pas le sujet. J'ai reçu son nouvel essai, merci beaucoup aux éditions Payot de me l'avoir envoyé, et donc ouais, je sais pas, de complètement légitimer et approuver mon statut de fangirl en fait. Alors ensuite, je crois que c'est déjà très long, je vais un petit peu accélérer, je suis désolée. J'ai trouvé dans une bouquinerie, en fait j'ai fait un échange dans une bouquinerie, ça vous intéresse vachement j'en suis sûre. J'ai trouvé dans une bouquinerie Beloved de Toni Morrison. L'an dernier j'ai découvert Toni Morrison et j'ai lu Home, que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai lu celui-là que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, Beloved c'est vraiment un peu, enfin c'est une des pierres angulaires en tout cas de l'œuvre de Toni Morrison, je pense qu'on peut dire ça, c'est une de ses œuvres les plus connues. Alors je crois que c'est un livre qui est quand même très violent et très choquant. Alors celui-là et Home étaient violents et choquants aussi, mais disons que là je crois qu'on a vraiment une sorte de paroxysme parce que on va vraiment beaucoup parler de violence dans l'enfance et de choses comme ça. C'est quelque chose qui me faisait un peu peur et en même temps j'ai tellement aimé les autres textes là que j'ai lus de Toni Morrison que j'ai envie de découvrir encore davantage son univers, sa plume, et donc c'est à peu près sûr qu'à un moment je vais lire Beloved, juste je sais pas encore quand, parce que je sais que la lecture de Toni Morrison de manière générale, et peut-être que la lecture de ce roman-là en particulier, ça nécessite quand même d'être dans un bon mood quoi. Enfin en tout cas d'avoir la force suffisante pour encaisser tout ce que Toni Morrison nous dit, et la langue aussi dans laquelle elle le dit, qui est pas toujours évidente quoi. Donc voilà, je suis contente de l'avoir dans ma bibliothèque parce qu'il est sûr que je vais le lire un jour, mais je sais pas quand, voilà. Et d'ailleurs encore un prix Pulitzer 1988. Je crois que je lis beaucoup de prix Pulitzer quand même, il faudrait que je me renseigne un peu sur ce prix pour savoir comment il est fait, est-ce que ça vaut quelque chose, mais c'est intéressant de le savoir. Ensuite, alors encore un classique de la... Ah, je viens de trouver un papier dans un livre d'occasion, je sais pas si vous arrivez à lire. Là je suis vraiment comme les influenceuses. C'est un peu décevant, on n'arrive pas trop à déchiffrer, mais c'est une jolie écriture au crayon de papier en tout cas. Donc de nouveau un petit peu un classique, enfin un roman important de la littérature américaine. Le cœur est un chasseur solitaire de Carson McCullers. Alors j'ai jamais lu Carson McCullers, je sais que ce roman a une très forte propension à devenir un coup de cœur, voire un livre préféré des personnes qui le lisent. Carson McCullers c'est vraiment une autrice américaine un petit peu météore, c'est-à-dire qu'elle a écrit peu de romans et qu'elle les a écrits très tôt, enfin en tout cas d'après ce que je sais. Et par exemple là il est écrit que ce premier roman, Le cœur est un chasseur solitaire, elle l'a écrit à 22 ans, ce que je trouve toujours assez fou. J'ai eu envie de lire ce roman parce que le personnage, enfin un des personnages centraux en tout cas, est une petite fille qui vit dans une très grande pauvreté, et donc du coup c'est un roman qui va parler vraiment de problématiques sociales, mais qui va parler aussi de ségrégation et surtout qui va parler de musique. Et alors ça m'intéresse beaucoup, en tout cas sur la quatrième de couverture, l'emphase est vraiment mise sur
sur cette relation avec la musique. Et je crois que là on est vraiment dans une atmosphère du sud des États-Unis dans les années 20-30, avec quelque chose un peu de l'ordre du Southern Gothic, du gothique du sud. Voilà, ça m'intéresse. Et puis je crois que je n'ai jamais entendu de mal de ce roman. J'ai entendu vraiment des personnes très différentes en parler et toujours en parler je crois avec quand même beaucoup de chaleur et beaucoup d'éloges. Donc voilà, du coup le problème c'est que mes attentes sont quand même assez hautes. Quand j'ai acheté ce livre, je me suis dit que j'achetais une valeur sûre et que c'était sûr que ça allait être un chef-d'œuvre et que j'allais adorer. Donc voilà, j'espère que ce sera le cas. Allez, on arrive à la fin de la vidéo. Il me reste 4 livres à vous montrer, complètement dans un autre registre. J'ai le premier tome des Salauds Gentilshommes de Scott Lynch. Alors ce roman, je me le suis procuré sur les conseils de mon frère, qui se l'était procuré sur les conseils de l'une ou de l'un d'entre vous, je ne sais plus, sur Instagram quand j'avais demandé des recommandations de fantasy qui soient sympas et bien écrites et qui ne s'étalent pas sur 28 tomes. Quelqu'un avait recommandé les Salauds Gentilshommes et mon frère a lu, je crois que c'est en 3 tomes, les 3 tomes en tout cas traduits en français des Salauds Gentilshommes, et il m'a dit que c'était vraiment super bien. Alors là franchement j'ai aucune info, j'ai surtout fait confiance à mon frère et puis j'ai cru comprendre qu'on allait être dans de la fantasy un peu crapule fantasy quoi, enfin qu'en gros on allait s'intéresser à des personnages un peu de voleurs, de brigands, de choses comme ça. Et c'est vrai que comme beaucoup de personnes, c'est le type de personnage que j'aime bien suivre en fantasy. Et puis voilà, avoir une bonne petite saga de fantasy sous la main à commencer lorsque on est très déprimé ou lorsqu'on a vraiment besoin de s'évader d'un monde morose où on se demande surtout quel sera le niveau d'extrême droite du prochain président ou de la prochaine présidente. Dans un monde tel que celui-là, c'est bien d'avoir un petit peu de fantasy à lire pour s'évader par moment. Et donc j'espère que les Salauds Gentilshommes sera sympa à cet égard. Si jamais vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, alors là je rigole parce que du coup le livre suivant entre en contradiction totale avec ce que j'ai dit juste avant. Ça date au moins du mois d'octobre ou novembre dernier, quand j'étais allée à Paris chez Gibert. J'avais trouvé Une femme à Berlin, journal, 20 avril, 22 juin 1945. C'était dans le cadre de mon challenge journal d'hiver pour lequel j'ai lu en fait des journaux intimes ces derniers mois, mais j'ai encore envie de continuer à en lire à l'avenir. Et donc Une femme à Berlin, c'est tout simplement un journal qui m'a été recommandé et qui a été recommandé je crois par Amélia dans une de ses vidéos. C'est tout simplement le journal d'une berlinoise en 1945 et d'après ce que j'ai pu lire, c'est quelqu'un qui avait une technicité dans l'écriture et un talent dans l'écriture assez remarquable, et qui évidemment, et qui va vivre des événements extrêmement difficiles et les raconter dans ce journal et raconter aussi, avoir aussi un autre regard sur la Seconde Guerre mondiale et sur la fin de la Seconde Guerre mondiale, et aussi un regard de femme. Voilà, ça m'intéresse. Et là vous voyez le gap quand même énorme dans mes lectures, c'est-à-dire des choses absolument horribles et dramatiques et absolument pas imaginaires telles que cette lecture, et puis de la fantaisie. Il faut alterner un petit peu, c'est important. Et les 2 derniers livres que je vais présenter, c'est des livres qui m'ont été offerts pour Noël, mais disons que je les avais très fortement suggérés, c'est des titres que j'avais fortement suggérés en tout cas. Le premier c'est Jean de Taipei de Bai Xianyang, je sais toujours pas, il faut vraiment, avant de faire ma vidéo sur la littérature chinoise, je vais vraiment me former un peu à savoir comment on prononce correctement les noms chinois, mais je l'ai pas encore fait, donc je suis désolée pour ça. Alors cet auteur, ce n'est pas un auteur chinois, c'est un auteur taïwanais, et j'avais absolument adoré son roman Garçon de cristal qui se passait à Taïwan et que je trouvais absolument magnifique. Et ces derniers mois, en fait c'était surtout en novembre-décembre, j'ai lu pas mal de choses et regarder pas mal de choses sur l'actualité de ce qui se passait en ce moment à Taïwan, et donc j'ai essayé de me sensibiliser un petit peu à la situation de ce pays qui vit vraiment sous la menace en fait de la Chine. Et étant donné que j'ai commencé à lire pas mal de littérature chinoise ces derniers temps, j'ai eu à cœur en fait de laisser aussi plus de place à de la littérature taïwanaise. Donc j'avais envie de lire ce livre parce que d'après ce que j'ai compris, en fait l'auteur ici il a vraiment une démarche qui est complètement différente de celle de Garçon de cristal. En fait Jean de Taipei c'est presque un recueil de nouvelles, en fait c'est un récit qui est vraiment très fragmenté, où on va avoir des petits récits de vie, des petits récits d'événements dans le Taipei des années 50, donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Je sais que la plume de l'auteur me plaît énormément, et je pense que ça va être encore une autre manière de me sensibiliser et de laisser plus de place à l'histoire et à la littérature taïwanaise dans mon esprit et dans mon imaginaire.
Et donc le dernier livre, alors je vous disais que j'avais lu pas mal de littérature chinoise depuis un an et demi je dirais, et parmi les incroyables auteurs que j'ai lus en littérature chinoise, il y avait Yu Hua. J'ai déjà lu 4 livres de cet auteur et en voici un 5e, Le Vendeur de Sang. En fait le truc c'est que Yu Hua c'est vraiment un auteur qui a une voix et une façon d'aborder le récit et d'aborder les personnages qui est tellement particulière et que moi en tout cas j'aime tellement que lorsque vous finissez un roman de lui, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en avoir un autre sous la main en fait, c'est de rester vraiment dans cette langue, dans cette façon de raconter qui je trouve a vraiment une sorte de magie, enfin quelque chose que j'aurais un petit peu du mal à décrire. Et donc voilà, je me suis fait offrir en quelque sorte pour Noël Le Vendeur de Sang qui est un de ces romans que je n'ai pas encore lu. Donc dans Le Vendeur de Sang il va être question de pauvreté, il va être question de la manière dont les turpitudes politiques de la Chine du XXe siècle ont impacté des personnes, des vraies personnes, des citoyens et des citoyennes. Encore une fois on va suivre un personnage sur plusieurs décennies pour vraiment avoir les impacts successifs de tous ces renversements et de tous ces basculements politiques dans la vie du personnage. Et le point de départ, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'on a un personnage dont la vie va complètement changer lorsqu'il va se rendre compte qu'on peut gagner de l'argent en Chine en vendant son sang. Et voilà, je n'en sais pas plus en fait, cet auteur est absolument génial, je crois que toutes les personnes qui le lisent le disent. Et comme ces auteurs et ces autrices, c'est marrant parce que je pensais à ça par rapport à Murakami que moi j'aime pas, je suis quand même pas super fan. On en reparlera dans une autre vidéo mais voilà. En tout cas c'est des auteurs vous savez qui ont une voix et un univers tellement singulier que quand vous aimez un de leurs livres, après vous achetez tous les autres en fait et vous lisez tous les autres, vous ne vous posez aucune question. Il y a une alchimie qui s'est créée, il y a quelque chose qui a fonctionné et vous savez que ça va vous plaire en fait. Donc voilà. Comme vous vous en doutez, ça va me demander pas mal de temps de lire tout ça, sans compter qu'évidemment ces livres ont rejoint d'autres livres que je n'ai pas encore lus et qui sont chez moi. Mais écoutez, avoir une sorte de librairie à disposition dans mon appartement, ça me convient bien. Et puis au moins je vous en aurais déjà parlé une fois, donc s'il y a un de ces titres qui vous intrigue, voilà. Globalement tous ces livres m'intriguent et m'intéressent vraiment énormément. J'ai hâte de piocher à l'intérieur et puis j'ai hâte de vous en parler plus tard dans d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.